Alors, de retour pour la deuxième partie, on est rendu au rendement à l'échéance. Donc, le rendement à l'échéance, c'est mon R, c'est le taux d'actualisation qu'on utilise dans notre formule de prix. Ce rendement-là va varier en fonction du risque. Donc, le risque, quand on parle d'obligation, on parle surtout de risque de défaut, la probabilité qu'on ne récupérera pas notre argent éventuellement. On va coter, évaluer ce risque-là à la fin du chapitre. Le problème avec les obligations, c'est qu'on a vu avec la formule d'annuité plus la valeur nominale à la fin. Ce R-là, on ne peut pas l'isoler quand on fait si c'est notre seul inconnu, si on connaît le prix d'obligation aujourd'hui, le coupon, l'échéance de l'obligation, puis on cherche le R, on ne peut pas isoler ce R-là. Donc, on va falloir le trouver par différentes méthodes alternatives. Mais la première chose, ça serait pour vous de bien comprendre qu'est-ce que c'est exactement le RAE, le rendement à l'échéance. Ça porte bien son nom, rendement à l'échéance. En anglais, on parle de yield to maturity. Si vous gardez l'obligation jusqu'à la fin complètement et que vous êtes capable de réinvestir vos coupons jusqu'à la fin, vous allez obtenir ce taux de rendement-là. Donc, le problème dont je vous parlais, on va y aller par essai-erreur. Calculatrice financière va évidemment vous faire ça de façon très rapide avec Excel, plusieurs logiciels. En pratique, les logiciels vont nous faire ça pour nous. Il y a des méthodes approximatives. Ici, vous avez une méthode très sommaire, très rapide, fait la job, pas la plus efficace, pas la plus précise, mais ça nous donne quand même une bonne idée là, si on a besoin d'une approximation grossière. La méthode qu'on utilise beaucoup dans le cadre du cours, l'interpolation linéaire avec la méthode des triangles, j'ai préparé une capsule séparée juste pour cette méthode-là. Donc, je vous invite à la consulter si vous avez besoin de plus d'informations sur cette méthode-là pour avoir une approximation pour le RAE avec cette méthode-là. L'exemple numéro 5, vous avez une solution dans ce que je vous ai fourni. C'est l'exemple que je reprends dans l'autre capsule vidéo sur l'interpolation avec la méthode des triangles. Donc, vous pourrez voir comment ça s'applique et à quoi ça ressemble. Notre exemple ici, juste mentionner en passant, on parle de vocabulaire, TC, on parle de taux de coupon. Donc, taux de coupon, c'est simplement le coupon en dollars. On est ici 70. Taux de coupon, on va simplement essayer de convertir ce montant-là en dollars. Donc, on va prendre le montant en dollars, le convertir en taux d'intérêt. Donc, ici, on a un coupon annuel. Donc, on aurait un taux de coupon annuel de 7%. Donc, généralement, si on a des coupons semestriels, on va additionner les deux coupons qu'on a pour avoir le taux de coupon annuel. Rendement courant, très peu utilisé, mais bon, ça arrive. Je vous le montre une fois. Le coupon, le montant qu'on reçoit à chaque année. Ici, on a un seul coupon annuel. Si on avait deux coupons, on les additionnerait. Mais au lieu de diviser par la valeur nominale, on va diviser par le prix actuel de l'obligation, donc la valeur marchande actuelle qu'on retrouve ici. Encore une fois, ça va nous donner un pourcentage. C'est ce qu'on appelle le rendement courant. Ça existe. C'est pas vraiment utilisé souvent en pratique, ni dans le cadre du cours d'ailleurs. Le rendement à l'échéance, on vient de le définir, on vient d'en parler. Vous pourrez vous pratiquer encore une fois là, pour faire le calcul ici. Petite parenthèse qu'on rajoute parce que c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment en pratique, la marge interprise, ou le fameux bid-ask spread. Tout ce que vous voyez dans les pages financières, dans le cadre du cours, les prix, quand on calcule avec la formule de prix d'une obligation, la valeur qu'on obtient, c'est des prix bid. Donc, c'est le prix auquel les gens vendent. Si vous avez déjà l'obligation et que vous cherchez à la vendre, c'est le prix que vous allez obtenir. La seule fois où on va se servir du prix ask, où il va falloir rajouter la marge interprise, c'est si on veut acheter une obligation. La façon dont ça se passe, c'est quand même relativement simple. Donc, si j'ai un prix d'obligation de 1000 $, une valeur marchande aujourd'hui de 1000 $, et qu'on utilise un ask de 2%, par exemple, si j'ai l'obligation et que je cherche à la vendre, je vais obtenir 1000 $ pour cette obligation-là. Si je cherche à l'acheter, alors là, le courtier va me charger une marge. Sa commission, c'est comme ça qu'il fait ses profits. À ce moment-là, le prix que moi je paierais, ça serait plutôt 1000 $ multiplié par
le 2% de commission, comme dans mon exemple, donc je paierais plutôt 1020 ici dans cet exemple-ci. Le spread, normalement, on l'exprime en pourcentage, 1, 2, 3%. C'est le genre de calcul qu'on peut vous demander de faire là, dans le TP, par exemple. Il n'y a pas de référence à ça dans le manuel, je ne crois pas. Mais si vous comprenez ce petit exemple-là, vous êtes correct. Juste retenez que le ask s'applique seulement quand on achète. Toutes les autres fois, on va toujours fonctionner en prix bid. Quand on fait la méthode d'interpolation avec les triangles, on marche avec des prix bid. Donc, le ask, c'est vraiment uniquement quand on achète. Rendement obtenu, rendement réalisé, c'est juste une façon de regarder combien ça nous a rapporté d'avoir des obligations. Donc, souvent, on aurait tendance à penser que le taux de coupon va représenter combien d'argent, combien de rendement on obtient en conservant une obligation. Ce n'est pas le cas parce que la valeur marchande de l'obligation va varier dans le temps et on ne sait pas à quel taux on peut réinvestir ces coupons-là non plus. Donc, le rendement d'échéance s'applique juste si on garde ça jusqu'à la fin et qu'on réinvestit les coupons au même taux, au taux du RAE. Ça ici, c'est une façon simple. On regarde combien on a investi au début, le prix payé pour l'obligation, combien ça vaut à la fin. Combien ça vaut à la fin, ben on parle de la valeur, le prix d'obligation quand on la revend, ou sa valeur nominale si on se rend à la fin. Mais on va aussi tenir compte de tous les coupons qu'on aura réinvestis pendant la vie de l'obligation. Donc, si on veut faire un genre de calcul là-dessus, on va évidemment spécifier le taux de réinvestissement. Remarquez, c'est une simple formule de valeur actuelle, valeur capitalisée, chapitre 5. C'est probablement la première formule qu'on a vue de cette session. Cet exemple pour vous pratiquer de rendement réalisé. C'est une question qui revient quand même assez régulièrement. C'est important de savoir combien d'argent, combien de rendement on réalise avec des obligations. Partie 7.2. C'est en raison pourquoi je voulais faire une petite capsule. Ce n'est pas une partie importante. Donc, la page qui est ici, je la lirai juste pour qu'on sache c'est quoi là, une obligation, puis on compare avec les actions qu'on verra au chapitre 8. Ça va vous permettre de bien comprendre la différence entre les deux types de titres. On va pouvoir en reparler dans le chapitre des actions, on va en reparler dans le chapitre sur le coût du capital. Ici, ça vous donne un aperçu. Donc, cette page-ci, la page 24, je la lirai, commencer à démêler. Puis on peut poser des petites questions plus théoriques là-dessus. Ça, je m'arrangerai pour bien comprendre ce qui se passe ici. Les pages qui suivent, je passe très vite. Dans la version en salle du cours, on saute par-dessus ces pages-là. Okay? Donc, les pages sont là comme référence future. Vous pouvez mettre ça comme culture générale ou plus tard, vous voulez vous en resservir, ça va faire une petite référence. Mais ce n'est pas des choses qu'on va avoir, qu'on va tester là, dans le cadre de l'examen ou dans le cadre du cours. Donc, vous pouvez les sauter là, si c'est l'évaluation qui est votre objectif principal pour l'instant. 7.3, encore une fois, pas critique, mais c'est quelque chose qui est plus d'application pratique. On parlait de risque de défaut tantôt, la probabilité qu'on ne revoie pas notre argent si on achète une obligation, la probabilité que l'emprunteur ne rembourse pas sa dette. Ce risque de défaut-là est évalué par des agences de cotation. Vous avez la liste des agences de cotation ici. Ils vont attribuer une cote, un rating qu'on appelle, aux différentes obligations d'appui sécuritaire. Donc les catégories changent, mais les plus sécuritaires, c'est du AAA ou du A2+, aux plus spéculatives, aux plus dangereuses. Donc le RAE d'une obligation va être directement relié à sa cote de crédit. Parce qu'une obligation qui est plus risquée va évidemment devoir fournir un rendement plus élevé pour justifier son achat. On va insister plus sur la relation risque-rendement un petit peu plus tard dans le cours, mais pour l'instant, plus il y a de risque de défaut, plus le rendement d'échéance va devoir être élevé pour compenser. 7.4, pas très important non plus. Juste pour vous montrer que dans le cadre du cours, on vous montre obligation vanille, simple, standard, classique. Ce qu'on peut faire avec ça en pratique, en réalité, il y a très peu de limites. C'est très très large, les variantes, les options, puis les obligations exotiques qu'on peut avoir. C'est des outils qui sont très fréquemment utilisés. Nous, on va se concentrer sur le cas standard. 7.5, pas important encore une fois pour l'évaluation. C'est plus dans la vie de tous les jours là, que ça va s'appliquer. On vous donne une petite référence pour voir en pratique à quoi ça ressemble.
mais c'est pas quelque chose d'important pour l'examen ici, là, pour le cours de finance. 7.6, je m'organiserai pour bien comprendre. On va probablement le tester, mettre quelques petits points dessus, juste pour voir si vous faites la différence entre les deux, mais c'est surtout quelque chose qui est très utile dans la vie de tous les jours et qui va revenir dans vos études d'une façon ou d'une autre, en économie ou dans d'autres cours. Donc ça, vous voulez faire la différence entre ces trois concepts-là. On parle de concept de taux d'intérêt réel, nominal et du taux d'inflation. Le taux d'inflation, ça va être la différence entre le taux nominal et le taux réel. On veut absolument distinguer ces deux choses-là. L'exemple 8 va vous permettre d'appliquer ce qu'on voit ici à la dernière page du chapitre. La relation que vous voulez comprendre, c'est celle-ci. Et on va simplement vous faire la différence entre un taux nominal. Le taux nominal, c'est je place mon argent à 5% à la banque. Je sais que je vais faire 5% de rendement. Si je mets 1000 $, un an plus tard, je vais avoir 1050, 50 $ de plus. Par contre, en finance, en économie, ce qui nous intéresse plus souvent, c'est le taux d'intérêt réel. Donc, si vous avez un rendement nominal de 5%, mais que l'inflation pendant cette année-là était de 2%, bien, votre véritable gain, c'est pas 5%. Votre véritable gain en termes de pouvoir d'achat, c'est 3%. Donc, approximativement, la formule exacte est ici. Donc, cette petite relation-là nous permet de faire le ménage là-dedans, de distinguer qu'est-ce qu'on fait réellement comme gain de qu'est-ce qui est le gain nominal, là, ou le gain qu'on a l'air de faire si on regarde juste le relevé de placement ou le rendement en intérêt là, brut. Là. Donc, on va en reparler quand on va parler d'actions, des rendements historiques. Pour l'instant, je m'arrangerai juste pour faire la différence entre rendement réel et rendement nominal. Vous allez être correct. Vous retenez cette relation-là. Donc, juste retenez que celle-ci, c'est la relation exacte, précise. Celle-ci, c'est une approximation. Quand les taux d'intérêt sont bas, comme dans cet exemple que j'ai donné, la relation approximative tient très bien la route. Donc, ça fait le tour pour le chapitre sur les obligations. N'hésitez pas à pratiquer. Il n'y a pas de secret, c'est un cours qu'il faut que ça passe par le bras. Mais je voulais prendre le temps avec vous là, de survoler les diapos pour vous indiquer là où vous devriez plus insister. J'espère que ça va pouvoir vous aider à faire le ménage dans ce chapitre-là. Merci, à la prochaine.